discrimination pure qui est uniquement liée au fait d'être une femme. 12% de salaire en moins. Alors on pourrait dire ce 12% quand même c'est beaucoup mieux comparé que le 25%. Et en fait le 25% il faut quand même le garder en tête parce que en réalité cet homme fictif et cette femme fictive qui auraient exactement le même emploi, la même carrière, le même secteur d'activité et que sais-je encore, le même diplôme, ça n'existe pas. Les hommes et les femmes, ils sont dans des secteurs d'activité différents. Ils ont fait des études différentes. Et puis, surtout, il y a cette question du temps partiel, en fait, qui est largement plus une situation d'emploi féminine. Donc, le 25%, il décrit aussi très fortement cette inégalité de revenus. Et concrètement, ça veut bien dire que les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes. L'évolution sur ces chiffres Alors l'évolution, si on regarde les revenus, elle est plutôt favorable, mais lente. Donc les femmes sont de plus en plus diplômées. En France, on a quand même la chance d'avoir un secteur de la petite enfance, des modes de garde. Donc si on compare par exemple à d'autres pays européens, on en parlait tout à l'heure, l'Allemagne ou la Suisse, on est plutôt un peu mieux lotis en France. Et ça a tendance à plutôt se réduire aussi parce qu'il y a des lois qui interdisent normalement aux entreprises de discriminer les femmes en matière de salaire. Mais vous allez voir qu'avec Sybille, nous, on s'est intéressé à une autre inégalité économique qui est celle du patrimoine. Et là, donc le patrimoine par rapport aux revenus, c'est le stock. C'est qu'est-ce qu'on accumule. Et là, l'inégalité, elle est en train de s'accroître. Ouais, on va y revenir. C'est un beau teasing. Ouais, c'est un beau teasing. Merci beaucoup. Juste un rappel sur la loi, où on en est aujourd'hui en France sur les inégalités de salaire. Je le disais en préambule, on est censé avoir des lois qui gomment de plus en plus ces inégalités. Où est-ce qu'on en est? On a vu que l'Islande a sorti une loi il y a je crois que c'était en 2018 ou en 2019 sur ces inégalités. En France, où on en est? Est-ce qu'il y a une loi qui spécifie et qui interdit les inégalités femmes-hommes en entreprise? En fait, oui, il y a des lois. Et est-ce que ces lois sont très efficaces? En fait, il y a ce type de loi dans énormément de pays. Et est-ce que ces lois sont très efficaces? La réponse est non. La preuve, on a encore ces 12% de discrimination pure. Très bien. Viviane, je le disais en introduction, donc vous êtes chargée de mission à l'Université Bordeaux-Montaigne. Est-ce que vous pouvez juste nous raconter ce que vous y faites? Qu'est-ce que ça veut dire être chargée de l'égalité femmes-hommes dans une fac? Alors exactement, mon titre, c'est chargé de mission égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations. Je dis de plus en plus souvent chargé de mission égalité parce que c'est vrai qu'il y a la question, en fait c'est la question d'égalité de genre dans toute sa dimension, c'est-à-dire lutter contre les violences sexistes, sexuelles, homophobes, transphobes. Et ces missions, elles ont été créées dans les années 2010 vers 2013, essentiellement pour lutter contre le harcèlement sexuel à l'université, qui, de par le fonctionnement de cette institution, et comme dans beaucoup d'autres milieux avec des rapports aussi de pouvoir, était difficile à dénoncer et à accompagner par l'institution. Et de fait, ça fait partie de mon travail. Ce n'est pas seulement un affichage ou une ambition qui est périmée parce qu'aujourd'hui on serait dans un contexte post-MeToo. C'est vraiment tout à fait au cœur de mon travail que d'accompagner des plaintes pour harcèlement sexuel ou de travailler à le prévenir dans une optique éducative, ainsi que les autres formes de violence. Après, il y a un autre sujet qui est celui de l'égalité professionnelle. Et l'année dernière, le ministère nous a demandé d'ailleurs de faire des plans d'égalité au niveau des universités, donc de constater les inégalités de salaire, d'accès au poste. Et ce qu'on peut constater, c'est que bien évidemment, selon le type de discipline, il va y avoir des inégalités plus ou moins importantes. Elles sont moins fortes en lettres et sciences humaines qu'en sciences dites dures. Pour autant, les femmes sont moins présentes aux postes les plus élevés quand elles sont enseignantes-chercheuses. Et on trouve une proportion écrasante de femmes parmi les femmes les moins bien payées de l'institution, personnel administratif de catégorie C, et puis elles sont plus présentes chez tous les contrats précaires, en fait. Et
Juste pour en revenir aux étudiantes que vous suivez, à qui vous donnez des cours à cette université, est-ce qu'elles ont conscience des inégalités liées au travail? Vous pointiez MeToo et les violences faites aux femmes. Est-ce que c'est considéré de la même manière, si je puis dire, par les étudiantes? C'est un sujet qui apparaît, mais de manière beaucoup moins importante que la question des violences. Et ça, j'ai pu le constater avec un protocole de recherche, puisque étant enseignante, j'avais constaté à quel point j'avais un public étudiant sensible aux questions féministes, et j'ai bâti un projet recherche qui est financé par la région Nouvelle-Aquitaine et qui vise à saisir la manière dont les étudiantes et les étudiants se saisissent des idées féministes dans le contexte post-MeToo. Et une partie de ce projet a consisté par un questionnaire et des entretiens avec une collègue qui s'appelle Johanna Dagorn, qui est sociologue indépendante. Et ce qu'on a trouvé, c'est que quand on pose la question si vous deviez définir une cause prioritaire du féminisme, ce qui est une question en partie biaisée, mais que les entretiens permettent de creuser en fait, on s'aperçoit qu'à 54%, c'est la lutte contre les violences et la culture du viol. Ensuite, à 22%, on revient aux questions de nouveau de violences sexistes et sexuelles, et c'est 10% les inégalités de salaire. Donc on voit que c'est une question qui va être choisie de manière beaucoup moins importante, mais qui est aussi choisie de manière moins importante par exclusion avec le sujet des violences. Et quand on réalise des entretiens qui permettent d'avoir un point de vue sans poser une question qui est orientée, ce qu'il ressort, c'est que ce sujet, il apparaît. D'abord, il est quand même médiatisé. C'est un des sujets économiques les plus médiatisés. Et ensuite, ce qui apparaît aussi, c'est que les jeunes femmes sont très sensibles à l'expérience de leur mère. Donc pour peu que les mères aient parlé aussi des questions d'inégalité de salaire ou qu'elles vivent, qu'elles soient des femmes dans un milieu très masculin, la question du sexisme au travail est assez présente. Mais j'insiste sur ce point parce qu'on a tendance à penser que jeunes égale réseaux sociaux et pas d'autres moyens d'information. Mais quand même, il y a aussi, c'est important de parler aussi de ce qui se transmet dans la famille en termes d'expérience. Sur le travail, toujours, Sybille, si vous êtes toujours interchangeable, je vais continuer jusqu'au bout avec ce interchangeable. Si vous êtes toujours interchangeable, on a tendance à dire que les hommes travaillent plus que les femmes. J'ai l'impression que vous ne montrez pas tout à fait cette réalité-là dans cet essai dit capital. Alors ça dépend ce qu'on appelle le travail. Nous, on reprend la conception du travail développée par les féministes marxistes et matérialistes, c'est-à-dire ce qu'on va considérer comme travail, c'est non seulement le travail rémunéré, mais l'ensemble des activités productives. Or, ce que font les femmes quand elles ne sont pas sur le marché du travail, ce qu'elles font à la maison, ce qu'on a longtemps appelé des tâches domestiques, en fait, ce sont des activités productives. Et d'ailleurs, les économistes féministes, dès les années 70, sont attachés à évaluer cette production domestique. Et les chiffres actuels... donc c'est assez compliqué à faire. Enfin, il y a des choix à faire. Par exemple, si je passe 1 heure à faire le ménage, ça vaut combien? Est-ce que ça vaut le salaire d'une femme de ménage? Est-ce que ça vaut ce que je gagnerais si je n'étais pas en train de faire le ménage, mais que je faisais mon travail salarié? Enfin, il y a plusieurs façons d'évaluer. Mais en gros, on considère que ça représente à peu près 1/3 du PIB. Alors, 1/3 du PIB, donc du coup qui n'est pas compté habituellement. On pourrait Okay. rajouter 33% au PIB. Et en fait, les 2/3 de cette production domestique est assurée par les femmes. Et alors, si on prend les enquêtes emploi du temps de l'INSEE, dans lesquelles on demande aux gens 10 minutes par 10 minutes de raconter ce qu'ils sont en train de faire, et si on additionne le temps de travail rémunéré et le temps de travail domestique, si on prend les couples avec enfants, on s'aperçoit que par semaine, les femmes travaillent 54 heures contre 51 heures pour les hommes. Donc elles travaillent plus. Sauf que les 2/3 de ce temps, c'est du travail non rémunéré, tandis que pour les hommes, c'est l'inverse. C'est 2/3 de temps de travail rémunéré. Donc les femmes travaillent plus, mais elles gagnent beaucoup moins. Et quand on dit beaucoup moins, c'est que dans les couples de sexes différents, les femmes gagnent 42% de moins. Alors juste, c'était une question... on va pas faire un autre teasing, on va rester sur ce chiffre-là. Donc une femme en couple gagne 42% de moins qu'un homme. Couple hétérosexuel gagne 42% de moins qu'un homme.
en moyenne, les femmes gagnent 42% de moins que leurs conjoints. J'avoue que c'est un chiffre qui m'a vraiment... Enfin, j'apprends vraiment ça. Je pensais au contraire que le couple protégeait des inégalités. Comment vous expliquez que... Pardon, hein, c'est peut-être bête et naïf de penser ça, mais comment vous expliquez que ce chiffre qui est quand même énorme, quasiment la moitié moins pour des femmes en couple? Alors, donc à comparer donc aux 25% et aux 12% de tout à l'heure. Vous vous souvenez, 25% si on prend toutes les femmes et tous les hommes, et 12% discrimination pure. Là, on regarde dans la conjugalité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comparer ces hommes et femmes en couple. Donc les femmes en couple gagnent 42% de moins que leurs conjoints, alors que si on compare les hommes et femmes célibataires, c'est que 9%. Donc là, on se dit, oula, il se passe quelque chose dans la famille. Ça ne se passe pas qu'au travail. Bon, bah ça, c'est ce qu'on a étudié, nous. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Et pourquoi, en fait, la conjugalité produit, la conjugalité hétérosexuelle produit de l'inégalité économique? Et une partie de la réponse, c'est ce qu'a raconté Sybille il y a un instant, c'est la prise en charge du travail domestique. C'est tout ce travail gratuit qui n'est pas rémunéré et qui fait que, du coup, les femmes gagnent moins. Et donc, il faut qu'on en arrive quand même à cette histoire de patrimoine. C'est que si on le prend, quand on parle des enquêtes emploi du temps, là, on a donné des chiffres en heures. 54 heures, 51 heures, 2 tiers du temps, on compte en heures. Mais si, en fait, ces heures, on les accumule tout au long de la vie, tout ce temps de travail gratuit pour les femmes, qui est payé pour les hommes et gratuit pour les femmes, et ben, en accumulation de temps à l'échelle de la vie, c'est ça l'inégalité de patrimoine. Et je répète mon teasing, cette inégalité, elle s'accroît. Elle est passée de 9% en 1998 à 16% en 2015. Ça, c'est les enquêtes patrimoine de l'INSEE qui nous permettent d'avancer ces chiffres. On pourra revenir sur comment on les a produits. Donc en fait, ça a presque doublé en moins de 20 ans. Et on est quasi sûr que ça continue à augmenter. Parce qu'en fait, la conjugalité, vous disiez, la conjugalité protège de l'inégalité économique. En fait, ce qui protégeait, c'était le mariage. Et plus précisément, c'était le mariage avec le contrat de mariage par défaut, qui est la communauté de biens réduite aux acquêts. En 1998, si on a une inégalité de patrimoine qui est aussi faible, 9%, c'était parce que l'essentiel des couples étaient des couples mariés et que, en France, si vous allez juste à la mairie vous marier, vous allez être marié sous ce régime de la communauté et que tous les biens qui vont être acquis pendant le mariage appartiennent 50-50 aux deux, y compris les revenus d'ailleurs. Donc ça, c'est un puissant égalisateur économique. Sauf que, depuis 1998, qu'est-ce qui se passe? Enfin, en réalité, le processus avait démarré avant, mais il y a de moins en moins de couples qui se marient. Il y a de plus en plus de couples qui se séparent, et on va en reparler, mais ça, c'est un moment d'appauvrissement très, très fort des femmes. Et puis, donc, moins de couples qui se marient, plus de couples qui se séparent, des couples qui, des gens qui, quand ils se remettent en couple, ne se marient pas. Et aussi, et c'est important, plus les gens sont riches, plus ils ont du capital, plus ils ont du patrimoine, plus ils font des contrats de mariage, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas seulement à la mairie, ils passent aussi chez le notaire et ils séparent leur patrimoine. Donc tout ce que je viens de décrire là, c'est ce que nos collègues économistes Nicolas Frémaux et Marion Le Turc appellent l'individualisation des patrimoines. Et cette individualisation des patrimoines, c'est pour ça qu'on sait que cette individualisation, elle va continuer. La prochaine enquête patrimoine de l'INSEE, quand on pourra avoir les résultats, on sait que l'individualisation s'est poursuivie et elle est défavorable aux femmes. Et c'est pour ça que l'inégalité patrimoniale entre les hommes et les femmes en France est en train de s'accroître. Restons sur ce sujet, peut-être Sybille. Vous parliez effectivement du contrat de mariage. Vous parliez beaucoup des avocats, des notaires, des personnes qui en fait perpétuent les inégalités. Ils sont soumis à une loi, ces avocats et ces notaires. Comment ces professions-là peuvent perpétuer les inégalités? Comment c'est possible? Est-ce que c'est des truands?
Alors ça peut paraître effectivement un peu surprenant puisqu'on a un droit qui est formellement neutre maintenant. Quand on lit le Code civil, il reste quelques petites scories, mais on voit plus tellement les mots mari, épouse, on a les conjoints, des mots théoriquement neutres et voilà, les droits des conjoints sont formellement égaux et donc on pourrait se dire que l'intervention des professionnels du droit vient favoriser l'égalité. Parce que nous, c'est vrai que ce qu'on fait dans notre livre, et on essaye de raconter ces histoires, on a enquêté auprès de familles, et donc on a enquêté sur ces mécanismes inégalitaires dans la famille. Là, on a parlé de ce qui se passe dans le couple, hein, du partage de la division sexuée du travail. On a aussi observé ce qui se passe au moment des héritages. Et on constate qu'au moment des héritages, une des inégalités, c'est que dans la famille, on donne des rôles différenciés. Il y a des rôles masculins et des rôles féminins dans la transmission du statut social familial. On compte plus souvent sur la réussite des garçons. Ce sont eux qui vont transmettre le nom de famille. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que du même coup, les garçons reçoivent plus souvent des donations et ils reçoivent plus souvent certains types de biens, donc notamment les entreprises familiales, ça c'est vraiment manifeste, mais aussi les biens immobiliers. Donc il y a des mécanismes comme ça inégalitaires dans la famille dont on essaie de rendre compte dans le livre, mais on a aussi enquêté chez ces professionnels du droit. Et donc on a regardé quand les gens arrivent dans le bureau de l'avocat, dans le bureau du notaire, qu'est-ce qu'ils font de ces inégalités qui se jouent dans la famille. Et on constate que malgré un droit égalitaire, en fait, au lieu de venir lutter contre ces inégalités, il leur apporte une légitimité. Donc, pour en donner un exemple, si on prend l'exemple de l'héritage, en fait, théoriquement, quand quelqu'un décède, ses enfants doivent avoir, c'est le code civil, le patrimoine doit être partagé à égalité entre les enfants. Je rappelle juste, code civil 1804. 1804, ça fait bien longtemps. Alors théoriquement, que doit faire le notaire ? Il doit faire la liste de tous les biens qui composent la succession, les évaluer, du coup additionner pour avoir la valeur globale de la succession. On divise en 3 s'il y a 3 enfants et ça donne la somme que chacun doit recevoir, et puis on partage les biens pour que chacun reçoive à peu près cette somme-là. Et puis si ça colle pas exactement, les notaires fixent ce qu'ils appellent des soultes, c'est-à-dire des compensations pour que tout ça soit égal. Donc ça, c'est la théorie. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en pratique, qu'est-ce qui se passe ? En pratique, en fait, les gens, quand ils arrivent chez le notaire, en général, ce qu'ils savent, c'est qui doit recevoir certains biens. Donc, en particulier, donc là, pareil, dans les familles d'indépendants, c'est là que c'est le plus visible. On donne un exemple d'une famille de boulangers dans le livre. Les gens, ils arrivent chez le notaire, ils savent que la boulangerie, c'est le fils qui doit la reprendre. Et ça, c'est la donnée première. Et ensuite, ce que nous expliquent les notaires, c'est qu'ils jouent notamment sur l'évaluation des biens. En fait, ils sous-évaluent ce bien, nous qu'on appelle le bien structurant du patrimoine familial, pour pouvoir faire des parts à peu près égales, et que le boulanger, oui, il va avoir des compensations à verser à ses sœurs, mais on va s'arranger en sous-évaluant la boulangerie, elles ne sont pas si importantes que ça. Puis même là dans le livre, on a un exemple où au final, ces compensations, il va les payer en nature, c'est-à-dire qu'il va offrir des baguettes et des croissants et des chocolatines à ses sœurs. Et donc voilà, donc on s'arrange, et au final, donc nous, on dit c'est des comptabilités inversées en fait. On part de la répartition, et à partir de cette répartition, on va fabriquer l'évaluation et même l'inventaire. Il y a parfois des choses qui ne sont pas comptées, des biens. Et pourquoi les notaires font ça ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont sexistes, qu'ils n'ont pas envie d'appliquer ce droit égalitaire ? Merci de poser les questions aussi. Pardon. Pourquoi les notaires sont-ils sexistes ? Les notaires prochaine sont-ils conférence. sexistes ? Alors, on a rencontré des notaires sexistes. Il y en a, ils sont sexistes. Ils pensent que les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Mais il y en a, non. En fait, ce qu'ils nous expliquent, c'est que eux, leur rôle, c'est pas des avocats. Ils représentent pas un client. Leur rôle, c'est ils ont en face d'eux une famille. Et c'est de produire un consensus, d'éviter que les gens aient à aller au tribunal. Et donc, nous, ils nous expliquent ce qu'ils recherchent, c'est la paix des familles. Mais comme ils recherchent la paix des familles, ils ne vont pas remettre en cause en fait, ces arrangements qui sont le résultat des rapports de pouvoir qui se jouent dans la famille. Ils vont partir de là. Et du coup, ils vont apporter une légitimité
à ces mécanismes inégalitaires qui se passent dans la famille. C'est-à-dire que non seulement le partage est inégalitaire, mais il y a le tampon officiel du notaire qui dit si, en fait, c'est équitable. Donc il joue ce rôle sans même avoir besoin en fait, d'être sexiste. Comment vous expliquez, Viviane, qu'au final, les femmes se laissent avoir devant ces situations? Vous me disiez, quand on préparait la rencontre, qu'on éduquait davantage les filles à la relation et non sur les enjeux économiques. Est-ce que ça rejoint ce que vient de dire Sybille sur la paix des familles, par exemple? Oui, dans le sens où ce qu'on constate, c'est que les jeunes femmes, enfin les femmes depuis leur jeune âge, sont socialisées, sont formées à investir les relations amoureuses d'une manière qui est très différente de celle des garçons. Ça c'est montré par un ensemble de travaux qui s'intéressent à la manière dont on apprend à être amoureux, dont on apprend à investir le sentiment amoureux et dont on apprend aussi à entretenir une relation. Donc j'ai un collègue qui s'appelle Kevin Dieter qui a vraiment montré comment dès l'enfance c'est quelque chose qui va se jouer très différemment, comment les garçons n'osent pas dire qu'ils sont amoureux, c'est honteux pour eux de le dire. Et pour ma part, j'ai travaillé sur la manière dont les lycéens et lycéennes sont socialisés à l'amour par les biens culturels. Donc les livres jeunesse, séries et films. Et quand on voit le type de scénario qui les interpelle, autant ils vont avoir quand même une envie que ce soit des scénarios égalitaires, c'est-à-dire qu'il y ait des personnages féminins qui soient quand même assez forts, assez indépendants, qui ne soient pas soumis à un homme. Autant ils ont une forme de critique aussi de l'hétérosexualité comme système. Autant en fait, après, quand on les interroge sur leur pratique, un élément mais tout simple, c'est que si on leur demande... À un moment, je leur demandais aussi, mais qu'est-ce que vous avez comme activité que vous partagez spécifiquement avec les filles ou spécifiquement avec les garçons? Sans parler forcément de la question de la relation amoureuse dans ma question, ce qui ressortait, c'est que les filles et les garçons disent « les filles sont meilleures pour me conseiller dans mes relations amoureuses ». Et les filles, déjà au lycée, elles sont perçues comme étant plus compétentes. Et ce terme-là de compétence émotionnelle, c'est un terme qui fait partie aussi de la perspective sociologique dans laquelle on s'inscrit toutes les trois, qui est donc une perspective matérialiste, aussi critique par rapport de sociologie critique. Et on peut aussi le décliner sous le terme de travail émotionnel, c'est-à-dire que faire perdurer une relation, ça demande aussi à un moment donné un travail. Ça demande, quand on parle des compromis dans un couple, ça demande aussi de s'effacer éventuellement au profit de l'autre. Et en général, ça se passe quand même beaucoup plus dans un sens que dans l'autre. Et donc tout ce travail émotionnel, et ça je pense que Sybille et Céline pourraient le développer encore davantage, c'est vrai qu'il est présent dans les couples, mais plus largement aussi au sein des familles. Bon, de manière assez classique, pensez à qui se souvient des dates d'anniversaire. Moi, parfois, mon anniversaire, il m'est pas souhaité par mon ami d'enfance, mais par sa femme que j'ai connue 15 ans plus tard. Donc voilà, je crois que ça nous montre aussi... Même avec Facebook Et s'il n'est pas sur Facebook, s'il est réticent. Donc en tout cas, voilà, ça montre qu'effectivement, à partir du moment où on a cette vision aussi de la relation amoureuse comme de quelque chose qui est investi, qui donne aussi une existence plus forte aux femmes, et que cet apprentissage, il est nourri. Et il y a un dernier élément sur ça, c'est que même du point de vue des féministes, quand on travaille sur la manière dont les féministes ont investi l'éducation à la sexualité auprès des jeunes publics, c'est beaucoup les filles qui sont ciblées. Et c'est logique. C'est logique parce qu'il s'agit pour les féministes de leur faire prendre conscience qu'elles peuvent être dominées, qu'elles peuvent être en situation de violence. Mais le fait que les garçons soient aussi moins ciblés, ça aboutit au fait qu'ils sont déresponsabilisés de ces questions relatives à la relation. Voilà. Donc ça répond sur cette question, restons sur les mouvements féministes. J'ai l'impression, et ça rejoint peut-être ce que vous disiez sur les sondages, on entend beaucoup moins ces sujets, en tout cas en France,
de la part des mouvements féministes, on parle beaucoup moins d'inégalités liées au patrimoine, à la séparation, au couple, etc. Est-ce que ça s'explique par ce que vous venez de dire, et est-ce qu'il y a d'autres pays où ces inégalités liées au travail sont plus marquées et plus revendiquées par des mouvements féministes? Pour parler de ce que je connais, c'est-à-dire l'Espagne, pour travailler sur le mouvement féministe espagnol, c'est pas forcément lié au niveau d'inégalité, mais ça peut être lié à la manière dont certaines revendications sont restées présentes au fil des décennies dans le mouvement féministe. Tout à l'heure, Sybille, elle a expliqué que les recherches qu'elle et Céline ont menées se situent dans une analyse de féminisme matérialiste qui est attentive à la question des inégalités économiques telles qu'elles sont produites dans le quotidien le plus proche. Et d'ailleurs, l'ouvrage de mes collègues, il est vraiment précieux et assez rare dans le paysage français à cet égard. Vraiment la manière d'interroger la famille sous l'angle économique et de revenir à cette perspective matérialiste. Et il y a en Espagne une présence beaucoup plus forte, je pense, de ce courant qui s'est diffusé. Parce qu'en France, je pense que c'est un courant qui est présent dans le milieu universitaire, mais qui est peut-être moins présent dans le mouvement social. En tout cas, on peut le supposer. Et en Espagne, comme je ne sais pas si vous avez toutes et tous vu qu'il y a eu une grève féministe vraiment massive avec des millions de femmes dans les rues en 2018 et 2019. Et cette grève féministe, elle a lieu le 8 mars. Elle appelle grève du travail salarié, mais aussi grève de la consommation, grève des études si on est étudiante, et la grève de tout ce qui est tâches de soins. Et le travail de soins, il inclut le travail domestique, dont on a vu que c'était un travail non rémunéré. Ce qui veut dire que le mouvement féministe, dans notre pays, il va effectivement se saisir très très fortement de cela. Et pour ce cas que je connais, puisqu'il y a aussi la Belgique, la Suisse, les pays d'Amérique latine où il y a des grèves féministes, là en Espagne, ce qu'on constate aussi, c'est que le mouvement féministe a été très très proche de mouvements de femmes employées de maison, qui ont donc des conditions de travail indignes. Elles n'ont quasiment pas de jours de vacances, pas de sécurité sociale. Et en fait, le fait que ces femmes employées de maison revendiquent que leur travail soit mieux reconnu et qu'en même temps disent le travail de soins, ce n'est pas nécessairement les femmes qui doivent le faire, ça a fait que le mouvement féministe est resté vraiment proche de questions économiques et aussi des syndicats et des travailleuses. Mais surtout, plus exactement, pas forcément des syndicats officiels, mais de femmes qui avaient une perspective syndicale sur le travail de soins. On parlait aussi en préparant de la Suisse, on en parlait un petit peu, où il y a effectivement aussi des grèves féministes liées aux inégalités de revenus, mais j'ai l'impression que la Suisse ou l'Allemagne, les exemples que vous preniez, partaient de beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Oui, alors donc ce livre, il est sorti en février. Notre livre, il est sorti en février 2020, juste avant que tout ferme. Et cette crise sanitaire en fait, qu'on vient de traverser en France, mais aussi dans les autres pays du monde, ça a quand même été un moment où ces questions sont revenues sur le tapis très fortement. Par exemple, en Allemagne, des femmes et des mères ont envoyé des factures à leur lender pour dire voilà ce que ça coûte. Voilà ce que ça me coûte de faire l'école aux enfants. Donc, mais c'était des vraies factures où il y avait à la fois le temps qu'elles y passaient à faire l'école, le temps aussi qu'elles ne travaillaient pas professionnellement pour faire le temps de l'école, mais elles comptaient aussi l'électricité, les biens matériels engagés là-dedans. Donc il y a eu tout un tas d'initiatives de ce type dans plein de pays européens, plein d'enquêtes aussi qu'on montré, y compris en France, que la surcharge de travail domestique qui a eu lieu du fait de la crise sanitaire, quand les écoles ferment, c'est non seulement la prise en charge des jeunes enfants, mais c'est aussi faire davantage à manger, nettoyer davantage, faire davantage les courses, etc. Et que ça avait été pris en charge par les femmes. Donc là, on a un moment quand même où
après l'année et demie qu'on vient de passer, où dans beaucoup de pays, il y a eu des actions, des enquêtes, des études qui ont mis ces questions-là davantage sur le tapis. Mais je voudrais revenir au mouvement féministe en France, qui, voilà, dans les années 70, il y a quand même des grands acquis. Le premier acquis, c'est celui le fait de considérer le travail domestique comme du travail. Ce qu'on a dit, c'est-à-dire faire les types de comptabilité qu'on a faites tout à l'heure, ça suppose déjà de considérer que les tâches ménagères, c'est du travail. Bon, ça, c'est un acquis des années 70. Considérer aussi que le privé, c'est politique. C'est aussi un slogan du MLF dans les années 70. Mouvement de libération de la femme. Oui, merci. Et donc, ces questions-là étaient présentes, mais c'est vrai que le mouvement féministe en France s'est ensuite beaucoup consacré à la sphère professionnelle, à l'égalité salariale notamment, et avec cette idée que l'émancipation des femmes serait gagnée sur le plan professionnel. Et du coup, les féministes ont pas mal délaissé en France tout ce qui se jouait à l'intérieur des relations familiales. Et les nouveaux mouvements féministes, davantage branchés sur les mouvements LGBTQI+, ont aussi exploré la famille, mais dans des formes renouvelées ou marginales ou de contestation en fait de la forme familiale majoritaire, c'est-à-dire des couples de sexes différents. Et en fait, là, donc je disais que notre livre était sorti en février 2020. Et on a eu le sentiment que donc il n'y avait pas, il n'y avait pas l'équivalent de ce type de travail. Parler d'inégalité patrimoniale, d'inégalité économique dans la famille, on l'a posé dans ce livre. Mais je pense que c'est quand même entendu. Bon, la preuve, on est là à vous en parler, là, un an et demi après. C'est entendu parce qu'on a recommencé à s'intéresser à ce qui se jouait dans les rapports familiaux en tant que féministes, et notamment à travers la question des violences. Les féministes, depuis 2, 3 ans, 4 ans, se réintéressent à la famille pour parler des violences conjugales, pour parler des violences sexuelles, pour parler de l'inceste. Et à partir du moment où on va aller regarder ça dans la famille, assez vite, on va se rendre compte qu'il y a des liens en fait, entre violence physique et violence économique, ou ces enjeux d'inégalité économique. Et voilà. Et là, c'est la rentrée littéraire. Il y a plein de bouquins qui sortent, qui viennent explorer les relations hétérosexuelles. On parlait du livre de Mona Chollet, là, qui sort aujourd'hui. Bon, voilà. Là, il y a un regain d'intérêt, en fait, pour ces questions-là. Il y a un dernier point, avant de passer à vos questions, et de faire, je ne sais pas si on peut, en temps de Covid, faire passer le micro, mais en tout cas, voilà, vous aurez bien sûr la parole. Dernier point, c'est la séparation. Que vous abordez aussi dans votre livre. Là, pareil, préjugé peut-être de mec de base, c'est de dire on n'a pas envie que la femme dépouille l'homme. Vous montrez là encore que c'est pas vraiment ça quand il s'agit de divorce, c'est voire même le contraire. Oui, alors souvent il y a cette idée que la femme dépouille l'homme. Pourquoi ? Parce que on l'a vu, hein, c'est l'homme qui gagne les 2/3 du revenu du couple. Et il a l'impression que cet argent, il est à lui, c'est lui qui l'a gagné. Et puis en plus, il y a un truc, c'est qu'il ne paye pas beaucoup d'impôts en fait, sur cet argent, parce que comme l'impôt dans les couples mariés notamment est paxé, il est calculé sur le revenu d'ensemble, il paye en fait un taux d'imposition plus bas que celui qu'il payerait s'il était tout seul, parce que la femme gagne beaucoup moins que lui. Mais voilà, il a l'impression que cet argent, il est à lui. Or, ce que montrent les statistiques, c'est que non seulement les femmes en couple avec enfants, elles ont des carrières moins favorables que les femmes célibataires, mais les hommes en couple avec enfants, ils ont des carrières plus favorables que les hommes célibataires. Parce qu'ils ont quelqu'un qui s'occupe de leur ménage et de leurs enfants et tout ça. Mais donc voilà, quand ils se séparent, ils se disent mais cet argent est à moi, et elle me demande une pension alimentaire, et en plus maintenant je paye les impôts plein pot. Donc ma situation, bon, alors en fait, quand on refait les calculs, non, en moyenne, le niveau de vie des hommes après les séparations baisse de 2%,
le niveau de vie des femmes de 20%. Donc bon, voilà, ce ne sont pas les hommes qui se font dépouiller. Et c'est après un temps, c'est juste après? Ça, c'est après un an. Voilà. Après un an, en revenu, en niveau de vie. Niveau de vie, ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'on tient compte, en fait, notamment, ce qui fait que le niveau de vie des femmes diminue, c'est que effectivement, alors même qu'elles travaillaient plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elles gagnaient beaucoup moins. Donc, et puis en plus, elles ont la charge des enfants. Donc leur niveau de vie baisse, celui des enfants baisse. Souvent, on oublie ça. Et donc, non, les hommes ne se font pas dépouiller. Et en revanche, les femmes ont énormément de mal à faire valoir leurs droits. C'est-à-dire, voilà, ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est comment, en fait, voilà, cette impression que l'homme gagne son salaire, la femme, si elle gagne moins, c'est parce qu'elle travaille moins. C'est une impression qui socialement est très largement partagée, y compris par les professionnels du droit, à la fois les avocats et les avocates, les magistrates. En fait, ce qui est très impressionnant, c'est que ce monde des séparations conjugales, là, les avocates spécialistes en droit de la famille, c'est très majoritairement des femmes. Les juges aux affaires familiales, c'est aux 3/4 des femmes. Et malgré tout, les façons de compter continue à invisibiliser totalement la valeur du travail domestique qui a été fourni pendant la vie de couple et qui a appauvri la femme, c'est-à-dire que l'appauvrissement il s'est construit dans la vie de couple, et puis à continuer à invisibiliser la valeur du travail que les femmes continuent à fournir, parce qu'en général, c'est elles qui s'occupent principalement des enfants, et les mécanismes dont on parlait tout à l'heure sur les héritages, le fait que même quand les gens sont mariés, ce qui est plus quelque chose de plus protecteur, parce que la femme peut demander une prestation compensatoire, peut-être on pourra y revenir dans les questions, mais donc même quand ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens, dont Céline expliquait pourquoi ça diminue quand même les inégalités, au moment du divorce, de la même façon que dans les héritages, on se demande qui va garder l'entreprise, qui va garder la maison, là c'est alors l'entreprise, on en zéro discussion, c'est l'homme qui garde l'entreprise. Et la maison, pareil, lui, il a les moyens de rembourser le crédit, voilà, il a les moyens de l'assumer, etc. Donc ça va être lui qui va la garder. Et les femmes vont récupérer des compensations financières dont la valeur, elle est incertaine, parce qu'on ne peut pas obliger un homme à vendre son entreprise pour offrir une compensation juste à sa femme, ça n'arrive jamais. Et une maison... Quand vous dites on ne peut pas, c'est purement une construction, là encore. On pourrait, mais les juges, ils nous le disent, ils le disent comme ça, voilà, les juges le formulent comme ça, on ne peut pas demander à un homme, ou même, c'est quelque chose qu'on a entendu aussi d'une avocate pourtant assez féministe, qui essayait de remonter ses clientes, mais elle disait, mais on peut pas lui faire vendre son entreprise. Et pour les maisons, c'est souvent, non, on ne va pas lui faire vendre la maison. En plus, pour les enfants, c'est bien qu'il y ait quand même un des parents qui garde la maison, même si ce n'est pas celle dans laquelle ils vont vivre tous les jours. Et c'est là qu'on rejoint la question des violences aussi. On s'est aperçu avec Céline, nous, on ne travaille pas sur les violences conjugales au départ, mais que dans les séparations, cette avocate, justement, nous expliquait que un des trucs qui se passe, c'est que souvent, les femmes quittent le domicile. Donc, elles doivent payer un loyer, elles ne peuvent plus rembourser le crédit, encore moins, et du coup elles sont vraiment mal placées pour récupérer la maison. Elle disait c'est comme perdre sa tour aux échecs, quitter le domicile conjugal. Et en fait on s'est aperçu en relisant nos observations de rendez-vous chez les avocats que les femmes elles disent souvent j'avais peur, je suis partie. Il commençait à s'énerver fort, je suis partie. Il a un fusil, je suis partie. Et donc voilà, on retrouve cette question des violences conjugales et son rapport très étroit avec les violences économiques, avec les inégalités économiques. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur, n'hésitez pas, sur ce qui a été... je peux tenir, j'ai aucune gêne. Allez-y. Tout au fond, pardon monsieur, il y avait une main qui s'était après. Allez-y, ouais. Ouais. Oh, je pense, je suis désolé, mais est-ce que vous pourriez juste vous rapprocher un peu et comme ça, vous allez tout le monde pourra entendre. Désolé, on peut pas passer le micro. Covid.
En fait, c'est un constat qui est quand même qui est vraiment pas spécifique, je pense, ni à l'université, mais alors c'est certainement pas un manque de compétences, ni nécessairement non plus un sentiment d'imposture. Je pense que c'est quand même beaucoup aussi aller chercher du côté de l'organisation du travail. Et quand je dis je pense, ça a été largement démontré. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'éléments qui entravent la progression de femmes dans leur carrière. Et c'est vraiment des éléments qui font système. C'est ça qui est important aussi de prendre en compte. Un élément dont on parle souvent, c'est celui de l'articulation vie privée, vie professionnelle, des impacts des maternités sur les carrières des femmes qui vont les fragmenter. Il y a la question du temps partiel imposé aussi, le fait que les femmes ont des carrières beaucoup plus marquées par ça. Et après, au sein des entreprises, il y a vraiment des institutions, il y a des logiques organisationnelles qui vont s'imbriquer à ce qui se passe aussi dans la sphère de la famille, où par exemple des femmes cadres peuvent être moins soutenues par leurs conjoints que ne seraient des hommes cadres. Ça a été montré par des collègues à nous qui travaillent sur la fonction publique. Et puis dans ce système d'organisation qui fait que les femmes occupent une place moins élevée dans la hiérarchie, c'est vraiment aussi après des logiques. On peut regarder comment se passent aussi des promotions internes. Mais en tout cas, nous, à l'université, ce qui est assez flagrant, c'est qu'on va trouver quand même des femmes qui occupent de très très hautes fonctions, DGS, DRH, etc. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est effectivement de voir que sur la masse, on les retrouve beaucoup plus dans les catégories plus basses. Mais en tout cas, sur le sentiment d'imposture, là, ce que je voulais aussi soulever, c'est qu'on insiste aussi beaucoup souvent sur la manière dont les femmes joueraient contre elles-mêmes. Et par exemple, on le dit par rapport à la réussite scolaire des filles qui est plus élevée, et puis après, dans le milieu du travail, elles seraient moins compétitives parce qu'elles n'auraient pas été formées à ça. Mais il y a quand même de plus en plus de travaux qui montrent que ce sentiment d'imposture, entre guillemets, c'est aussi la manière dont on renvoie aux filles dans leur scolarité, dans leur famille, dans leur travail, qu'elles sont en fait moins bonnes. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est réellement des retours qui vont petit à petit saboter un avancement possible en fait aussi dans les carrières. Bon, après, je ne suis pas totalement spécialiste de la question des cadres, mais j'insisterai vraiment sur le fait que l'égalité professionnelle, c'est un enjeu qui touche à de multiples aspects et en fait, on ne peut pas travailler dessus si on prend en compte qu'un seul aspect. Et il faut travailler en fait sur le système et aussi sur l'organisation du travail et de la famille. En fait, il y a les deux qui jouent. Monsieur, vous aviez une question ? Alors, est-ce que vous avez pensé, pour celles et ceux qui n'ont pas entendu, est-ce que vous avez pensé à une forme de rémunération ? Et est-ce que la solution, c'est la rémunération du travail ? C'est aussi une question. Est-ce que ce serait une solution de payer celles, pour le coup, qui ne sont pas payées au sein du foyer ? Oui, alors, très bonne question. Et on nous la pose souvent. Alors, en fait, donc la question de la rémunération du travail domestique, elle a été au cœur de revendications de certaines féministes. Au niveau mondial, d'ailleurs, il y avait des mouvements Wages for Housework, c'était ça, c'était un salaire pour le travail. Donc, à la fois des féministes radicales qui ont posé cette revendication. Alors, la manière dont elles l'ont posée, c'était aussi pour le rendre visible et pour en montrer la valeur. Et puis, il y a des expériences moins glorieuses, je dirais, du type... salaire maternel par des régimes très conservateurs qui cherchent à assigner les femmes au travail domestique. Donc là, on pourrait penser Vichy ou Poutine en Russie. Donc, en gros, interdire aux femmes d'aller sur le marché du travail rémunéré et leur donner un maigre salaire pour s'occuper du travail domestique. Bon, on voit que c'est deux options assez radicalement différentes.
Et donc, les questions à se poser, c'est d'abord qui paye et combien. Donc, qui paye vous aviez l'air de penser à une comptabilité intraconjugale, comptabilité analytique entre conjoints. Ben, pourquoi pas déjà si ça permet de mieux répartir et de mieux partager le travail domestique, pourquoi pas. Après, comment est-ce qu'on en arrive à ça, quoi ? Parce que en réalité, le constat de l'inégalité du travail, de la prise en charge du travail domestique, il est posé depuis les années 70. Donc ça fait en fait 50 ans qu'on sait qu'il y a ce problème, qu'on sait que c'est central dans les inégalités économiques et que ça évolue très 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 lentement. Alors là, on a des magnifiques enquêtes en France pour le montrer, l'enquête emploi du temps de l'INSEE. Le temps de travail des hommes a très peu progressé depuis qu'on le mesure, depuis les années 80. Et le temps de travail des femmes a davantage diminué. Mais encore une fois, celui des hommes a très peu progressé. Donc on peut attendre plusieurs siècles avant que ça s'égalise. Donc voilà. Donc une première voie, c'est quand même de partager davantage ce travail domestique. Restons peut-être là-dessus. Le partage du travail domestique, pareil, on entend parler depuis très longtemps. Bah oui, au moins 50 ans. Ouais. Voilà. Et le fait qu'il y ait des nouveaux pères, le fait qu'il y ait des nouveaux... toutes ces expressions qu'on a entendues, que ça allait changer et tout, en fait, non. Enfin, on en est encore là. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'en fait, entre les normes... Bon, ça, c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup en sociologie, c'est les écarts entre les normes et les pratiques. La norme est égalitaire depuis au moins 50 ans. On a fait une conférence avec Sybille, on en était vraiment estomaqués. On a fait une conférence auprès de jeunes femmes très diplômées des grandes écoles. Et en fait... on va dire notre âge. Là, nous, on est dans la quarantaine. On va rester, vas-y. Donc, nous sommes dans la quarantaine et nous faisions cette conférence face à des jeunes femmes qui avaient plutôt 25 ans, très diplômées, qui étaient dans leurs premiers emplois et qui nous disaient, mais enfin, nous, notre génération, ça va changer. Et là, on leur a dit, mais attendez, mais nous, quand on était à votre place, on pensait, nous aussi, que ça allait changer. Et puis, on en est encore là. Donc voilà. Donc ça progresse pas très, très bien. Alors après, est-ce qu'il faudrait une prise en charge voilà, l'État joue quand même un rôle très important. Si on compare la situation, l'inégalité économique entre les hommes et les femmes en Allemagne et en France, il faut quand même bien le dire que les crèches, le fait qu'il y ait l'école qui commence à 3 ans en France avec des horaires, des centres de loisirs, etc., ça a quand même vraiment une vraie influence sur l'égalité économique et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ça a un réel impact. Donc la situation des Suisses et si on veut se rassurer, on peut se dire que la situation des Suisses et des Allemandes est bien pire. Mais après, on n'est pas à l'égalité et on n'y est pas, quoi. Alors, une autre piste, si je voudrais rajouter un truc, comme solution. Donc nous, on a travaillé sur les séparations conjugales. Et c'est vrai que les séparations conjugales, c'est le moment où ça fait mal, quoi. C'est vraiment le moment où il y a un appauvrissement des femmes. Il y a une étude de l'INSEE qui est sortie en début de semaine qui remontre ça. Les familles monoparentales, qui sont composées très massivement par des femmes qui élèvent seules leurs enfants après une séparation, sont très surreprésentées parmi les familles les plus pauvres. Et en fait, ce qui était intéressant dans cette étude, c'était que les hommes dans cette situation, donc ils sont bien moins nombreux, eux non, eux ils sont pas plus pauvres, alors que les femmes oui. Bon, et donc là on a quand même ce moment des séparations conjugales qui est le moment d'appauvrissement des femmes et qui a un vrai problème social, hein, parce que les femmes qui se marient, enfin notre génération là, qui se marient pas, qui se séparent. Comment on va financer nos retraites aussi, c'est ça, hein, les enjeux, les gros enjeux, les grosses questions sociales qui se posent. Et une des manières de tenir compte a posteriori ou de rémunérer a posteriori le travail domestique, ça pourrait être la prestation compensatoire. Mais ce qu'on montre dans notre bouquin, c'est que cet outil qui est dans le Code civil et qui est là précisément pour ça, la prestation compensatoire est là pour réduire l'inégalité de niveau de vie née
de la séparation. Alors, sauf que ça ne s'applique qu'au divorce, donc aux couples mariés. En fait, depuis le début des années 2000, ça s'est très fortement affaibli. Ça ne concerne plus qu'un couple marié sur 5 qui divorce. Alors, juste prestation compensatoire, pension alimentaire. Alors, la différence, c'est la pension alimentaire. Le vrai nom de la pension alimentaire, c'est la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants. Donc, c'est une somme mensuelle versée par, en général, le père à la mère qui a la garde des enfants pour les enfants. La prestation compensatoire, c'est une somme versée en un seul coup au moment du divorce, uniquement donc pour les couples mariés, pour compenser l'inégalité de niveau de vie entre les conjoints cette fois-ci. Ce n'est pas une question d'enfants. Enfin, sauf qu'un des critères, c'est d'avoir interrompu sa carrière pour s'occuper des enfants. Donc on pourrait se dire, bah, tiens, ça, on a un outil dans le droit qui permettrait de compenser l'inégalité économique née dans la conjugalité. Sauf que ça s'est très très fortement affaibli. On montre aussi dans le livre que les magistrates sont les juges aux affaires familiales sont très réticents à en fixer et les fixer de façon élevée. Alors qu'on pourrait imaginer que là, on aurait un outil, si on l'étendait aux couples non mariés, parce qu'à partir du moment où il y a des enfants, le travail domestique, il faut bien qu'il y ait il y a toujours quelqu'un qui le fait, quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne l'étendrait pas aussi aux couples non mariés? Bon, voilà, je lance une piste. Ouais. Les gens sur la droite sont très bavards, mais c'est pas pour autant que... Allez-y, ouais. Pour revenir à la question de l'inégalité brute en entreprise, je crois savoir qu'il y a un index qui a été mis en place assez récemment, un index dans les entreprises des inégalités hommes-femmes. Est-ce que c'est le résultat du fait qu'on remarque que dans le droit, on n'a pas le droit de rémunérer plus un homme qu'une femme en entreprise, mais que dans la pratique, il y a toujours ces inégalités, ces 12%. Est-ce que c'est quelque chose qui naît qui permet de creuser un peu et d'aller voir comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, ces inégalités existent encore? Et est-ce que c'est un outil qui peut, selon vous, être efficace pour faire baisser ces 12%? Alors, moi personnellement, mais j'ai l'impression qu'aucune de mes collègues n'a l'air hyper au point sur cette histoire d'index. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Céline, on a été consultés. Là, il y a le gouvernement qui avait un projet de loi avec un nom en plus très très flou. Genre, c'était quoi? C'était de réduction des inégalités, projet de loi sur la réduction des inégalités, quelque chose comme ça. Et en fait, quand on regardait, donc c'était un projet d'abord qui était très branché sur... pour nous, ça c'est un truc important. On constate que notre travail donc, sur les inégalités entre femmes et hommes, les inégalités patrimoniales, il intéresse un certain nombre de gens pour, on dirait, le haut de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire dire, oui, il faut plus d'égalité entre femmes et hommes. Les femmes aussi ont le droit d'être riches, elles ont le droit d'être chefs d'entreprise, d'être dans des conseils d'administration, etc. Alors, le propos n'est pas de dire, non, il ne faut pas d'égalité au plus haut de l'échelle sociale, mais ce projet se résumait beaucoup à faire entrer les femmes dans les conseils d'administration. Et donc avec ces histoires d'index, la question c'est ok, on va calculer des index, on va faire des index, etc. Bon, mais qu'est-ce qu'on en fait après? C'est quoi les mesures qui sont prises derrière? C'est quoi les pénalités que vont subir les entreprises? Est-ce que vraiment ça va être des pénalités économiques qui vont faire qu'il va devenir intéressant pour elles de faire plus d'égalité dans l'entreprise, que ce ne soit pas juste aussi un affichage? Et ça, franchement, des discussions qu'on a eues, on a eu des doutes. Et nous, c'est aussi très important de rappeler que, certes, c'est injuste les inégalités de richesse en haut de la hiérarchie sociale. Nous, on a vu dans les cabinets d'avocats des femmes qui ont consacré leur vie à élever des enfants, à les suivre dans leurs études, à organiser des repas, des mondanités pour que leur mari fasse carrière, qui arrivent, elles sont mariées en séparation de bains, elles ne savent pas ce que ça veut dire, elles ne savent pas combien gagne leur mari, 10 000, 20 000, 30 000, je ne sais pas combien ils gagnent par mois, je précise. Et elles sont là, moi j'ai plus que 1 500 € par mois, elles ne savent pas comment s'en sortir avec 1 500 € par mois. Alors parfois c'est peut-être tu vas y arriver, c'est possible. Et en même temps, on voit bien l'énorme injustice vis-à-vis de leur ex-conjoint. Donc ces inégalités, elles sont importantes, mais il nous semble aussi très important de rappeler que ces inégalités, elles font beaucoup plus mal en bas de la hiérarchie sociale.
C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, c'est que face aux juges, des femmes qui ont la charge de 2-3 enfants en travaillant à temps partiel, rémunérés au SMIC, et les juges leur répondent désolé madame, mais votre mari là il vient de retrouver un travail, on ne peut pas le pénaliser en lui faisant payer une pension alimentaire alors que c'est un bon exemple pour les enfants qu'il ait retrouvé un travail. C'est la femme qui se débrouille avec le peu d'argent qu'elle a. Ça, c'est un truc sur lequel on insiste, c'est que les femmes se retrouvent toujours du coup en position de demandeuse. Elles s'occupent des enfants, elles travaillent à côté pour s'en sortir. C'est elles qui font toutes les démarches administratives, y compris demander la pension alimentaire. C'est elles qui se retrouvent à la demander. Et quand leur mari est déclaré impécunieux, c'est elles qui doivent demander à la CAF pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et au final, voilà, nous, sur quoi on insiste, c'est que ces histoires d'égalité dans les entreprises, c'est pas du tout que c'est pas important. Il faut aller jusqu'au bout sur ces questions d'égalité. Mais pour l'instant, les mesures qui consistent à faire des index et à ne pas penser finalement à combien on va faire payer ces gens qui ne respectent pas l'égalité, qui va payer, et l'articulation en fait, entre ce système capitaliste et le patriarcat, on risque de ne pas aller très loin dans l'égalité femmes-hommes, quoi. Allez-y. Donc, si celles et ceux qui n'ont pas entendu, est-ce que c'est le couple hétérosexuel femme-homme qui crée les inégalités, ou même dans des couples homosexuels, on retrouve ces inégalités? Oui, alors nos travaux portent en effet sur les couples de sexes différents. Il y a des travaux qui sont en cours en fait sur les couples de même sexe. Sur les couples de même sexe face à la justice, par exemple, face à la justice familiale. Alors, les questions qui se posent sont quand même beaucoup des questions de filiation, davantage que nos collègues sont quand même très, très centrés sur les enjeux de filiation, quand ce sont des couples de même sexe face à la justice familiale, avec des enjeux d'enfants, de garde d'enfants, etc., que sur les enjeux économiques. Il y a quelques travaux sur les familles homoparentales et les questions économiques. Mais en fait, le souci, c'est que si on veut produire des statistiques comme celles qu'on a produites, il n'y en a pas assez. En fait, il faut faire des enquêtes statistiques très particulière où on surpondère les couples de même sexe si on voulait pouvoir produire ce type de résultat. Donc déjà que le résultat sur l'inégalité patrimoniale entre hommes et femmes, en réalité, c'est acrobatique, parce que les enquêtes statistiques sur les patrimoines sont faites à l'échelle des ménages, à l'échelle de la famille. Et donc, c'est un travail d'aller individualiser tout ça, et c'est comme ça qu'on a pu montrer l'augmentation de l'inégalité entre hommes et femmes. Mais alors, du coup, il y a très peu de couples de même sexe dans ce type d'enquête. En tout cas, faudrait faire un travail spécifique pour pouvoir répondre à votre question. Les quelques indices qu'on a, c'est que quand même, il y a quelque chose qui se joue dans l'hétérosexualité, en fait. Moi, je répondrais ça. Je sais pas si... Rapidement, pardon, et après on... Oui, en fait, dans les couples de sexes différents, il y a tout un tas de trucs qui s'accumulent. On l'a dit, dans la famille d'origine, déjà, il y a des inégalités face à l'héritage. Vous savez aussi que dans les couples de sexes différents, en moyenne, il y a 3 ans d'écart entre les femmes et les hommes. Donc les hommes sont plus âgés, ils arrivent, ils ont davantage épargné. Comme en plus, ils sont discriminés positivement sur le marché du travail, ils font des carrières plus rapides. Enfin bref, il y a tout un tas d'inégalités qui s'accumulent dans les couples de sexes différents qui font qu'il est très peu probable, ça arrive, mais c'est un peu la perle rare, qu'une femme ait le pouvoir économique dans son couple. Dans les couples de même sexe ou non hétéro-cis, il y a beaucoup plus de chances que ça arrive, mais ça reste à explorer largement. Allez-y, je vous en prie.
est-ce qu'accorder un revenu universel, comme le proposait notamment Benoît Hamon dans la présidentielle d'il y a 4 ans et demi, ça pourrait être une solution pour un petit peu réduire et aplatir les inégalités? Typiquement, ça peut être une des manières de résoudre cette question de la rémunération du travail domestique. Et je pense que même c'est un peu la nouvelle formulation de cette proposition politique. Je ne sais pas si Viviane, tu veux... Oui, je pense que ça se vérifie un peu, effectivement, aussi dans d'autres pays, que c'est la manière de contourner la difficulté qu'il y a autour du salaire domestique, puisque comme Céline l'a dit, un salaire domestique, c'est possiblement, ça enferme aussi les femmes dans une identité de ménagère et de mère, et alors que le revenu universel, en fait, ne présenterait pas cette dérive idéologique possible. Donc oui, c'est une des solutions qui est envisagée. Après, cependant, le revenu universel est quand même aussi sujet à certaines formes de critiques. Donc, par exemple, chez les Espagnols radicales, elles, ce qu'elles veulent aussi, c'est par exemple essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de services publics qui soient librement accessibles. Et que, par exemple, la question du logement aussi soit traitée de sorte à ce que tout le monde puisse être logé dignement, et en disant si on donne un revenu universel mais pour payer des biens qui en fait pourraient être accessibles soit gratuitement soit à moindre coût en tenant compte de la situation sociale de chacun et chacune, finalement le revenu universel ne doit pas être une manière de monétiser un enjeu de service public qui peut être aussi publicisé au moins en partie. Et si on veut prolonger, des propositions un peu à la Thomas Piketty sur le patrimoine universel, cette fois-ci, ça peut être aussi une manière à la fois de lutter contre les inégalités de classe, parce qu'il y a la moitié de la population en France qui n'a aucun patrimoine, et il y a un tiers de la population qui n'en héritera jamais de rien, alors qu'on a un tiers de la population qui va hériter, qui a déjà hérité de montants significatifs. Donc ça peut être une manière de lutter contre les inégalités de classe, mais vu ce qu'on a raconté, nous, de genre aussi, vu l'inégalité dans les transmissions patrimoniales. Donc ça peut aussi être une piste... On n'a pas eu le temps de l'aborder, mais effectivement, vous abordez sur les inégalités liées aux classes sociales. C'est hyper important pour comprendre les inégalités de genre. Effectivement, ce chiffre de 50% des Français qui n'ont quasi rien ou rien à part une voiture d'occasion, effectivement, ça rentre aussi dans la question. Est-ce qu'il y a... Allez-y, ouais. Et encore une après. Et après, pardon, juste avant de vous couper, le bar reste ouvert. On reste, surtout les intervenantes restent encore. Il y a la dédicace. Donc, il y aura encore des questions à pouvoir poser. Allez-y. Alors, est-ce que l'individualisation de l'impôt est une voie? Parce qu'effectivement, vous l'avez rappelé, on paye les impôts par rapport aux revenus du ménage aujourd'hui. Alors effectivement, puisque oui, comme je le disais tout à l'heure, comme il y a 42% d'inégalité de revenus en moyenne dans les couples de sexes différents, dans ces couples, les hommes payent un taux d'imposition inférieur à ce qu'ils paieraient tout seuls, tandis que pour les femmes, c'est l'inverse, elles payent un taux supérieur. Et pour l'instant, ce taux conjugal, c'est le taux par défaut appliqué pour les couples mariés et pacsés. Et donc, oui, que le taux par défaut soit un taux individuel, ça fait partie des solutions. Et alors, il y a une économiste qui s'appelle Hélène Périvier qui dit on est dans un système aujourd'hui où il y a de la redistribution des couples égalitaires vers les couples inégalitaires. C'est-à-dire que les couples dans lesquels les deux gagnent un revenu moyen payent plus d'impôts que les couples dans lesquels l'homme gagne beaucoup et la femme gagne peu. Et donc finalement les hommes qui sont dans un partage des tâches très traditionnel sont les gagnants en fait de ce système fiscal. Donc il y a effectivement tout un enjeu autour de la fiscalité des revenus, aussi des héritages, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais suite à la crise sanitaire, on a constaté que les vieux avaient épargné, et donc notre gouvernement, dans sa grande bonté... Les personnes âgées, voire les seniors. Pardon. Donc, les personnes âgées ont épargné et donc le gouvernement dit pour redistribuer, on va défiscaliser les donations. Bon, elles sont déjà très peu fiscalisées, il faut savoir. En France, les donations
des parents vers leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on constate? Que pour faire des donations, d'abord, il faut avoir de l'argent, c'est-à-dire, il faut pas on l'a dit, il y a la moitié des gens qui ne possèdent rien, et il y en a 40%, l'essentiel de ce qu'ils possèdent, c'est leur logement. Quand vous possédez que votre logement, vous n'allez pas en faire donation à vos enfants. Donc ça concerne les 10% les plus riches qui vont pouvoir faire des donations défiscalisées. Donc c'est une inégalité de classe, mais en plus, ce que montrent les chiffres de l'INSEE, c'est que les hommes sont plus souvent bénéficiaires de donations que les femmes. C'est-à-dire ça va être les plus riches, et parmi les plus riches, ça va être les hommes. Donc ce type de mesure renforce les inégalités de classe et de sexe. Et donc sur la fiscalité du patrimoine et des héritages, là, il y a énormément à faire aussi. Merci. Il y a des gens qui commencent à acheter votre ouvrage, donc c'est peut-être qu'il est temps de vous applaudir. Merci beaucoup. Je le répète, donc séance de dédicace sur la gauche avec le partenariat avec Mola. Le bar est ouvert, on est encore là pour répondre à vos questions et on se retrouve, bonne soirée déjà, merci encore d'être venu, et on se retrouve le 7 octobre pour savoir à qui la faute, fake news, complot. Voilà, merci encore d'être venu, bonne soirée. Merci.